premier orateur, c'est Pierre Hugoche de Marseille, qui s'occupe du laboratoire d'anatomie, qui va nous faire une session sur le laboratoire de l'anatomie, plaque tournante de la formation initiale des opérateurs, l'exemple d'une spécialité à petit flux, la neurochirurgie, à petit flux, mais grand important. Et par ailleurs, c'est important de signaler le vice-président du Conseil national des collèges nationaux d'enseignement de médecine et de chirurgie. Et donc, au sein de cette structure, l'ensemble des collèges de chirurgie ont dans leur spécialité une activité de coordination des maquettes de formation et de l'organisation d'enseignement. C'est ça? Chers amis, bonjour, merci. Alors, pardon. Je rappelle simplement, vraiment, on doit tenir le temps. On a vu ce matin qu'on traînait un peu. Là, on part un peu en avance, ouais, mais plus on finira tôt ce soir, mieux c'est. Hier soir, on était tous un peu tôt. Merci, Dominique. Merci, chers académiciens, chers amis. Beaucoup de plaisir à retrouver certains d'entre vous et même la totalité. Alors, je ne suis pas du tout anatomiste et je ne m'occupe pas du labo, mais j'ai été président du Collège des neurochirurgiens, qui est une spécialité un peu particulière, d'importance, certes, mais à petit flux, puisqu'on sécrète, si j'ose dire, 27 nouveaux internes face socle chaque année, ce qui est un problème. On a une relative augmentation, mais pour moi, c'est une sorte de stagflation. C'est-à-dire qu'une spécialité comme la nôtre, mais j'imagine que la chirurgie, CTCV, des spécialités comme ça sont dans la même circonstance que nous. Pour moi, une spécialité qui stabilise son flux entrant interne est une spécialité qui est presque malheureusement en apoptose. Et donc, je suis très inquiet de ce truc-là. Et on essaie de travailler sur la démographie médicale en neurochirurgie, mais c'est un problème puisqu'on est filiarisé à 27 internes par an et pas plus. Et donc, compte tenu des aspirations sociétales des jeunes, et du fait qu'il faut au moins 2 nouveaux chirurgiens pour remplacer l'activité d'un ancien chirurgien aujourd'hui, il va falloir qu'on pense à réduire notre périmètre d'activité, ce qui est un problème. Donc je pense qu'on peut partager ce constat. On pourrait même faire une table ronde sur la démographie médicale en chirurgie, mais c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, moi je voulais vous parler de la problématique de la formation en simulation des internes, des E3C de neurochirurgie, en rappelant bien entendu qu'il y a eu une réforme en 2017, qu'elle a été à nouveau amendée en 2020. J'ai mis en tout petit à gauche la maquette de l'orthopédie, c'est pour faire plaisir à Hervé, et pour mettre la nôtre en grande, en vous montrant que c'est bien sûr une maquette en 6 ans, avec, après la thèse, le docteur junior sur les 2 dernières années, et une phase socle qui comporte 2 stages de neurochirurgie. On est la seule spécialité à exiger d'avoir une phase socle de 2 stages de neurochirurgie en CHU, ce qui d'un côté est très bien, mais qui de l'autre oriente très très vite les internes dans la spécialité et empêche d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui pour le droit au remords est potentiellement un sujet. On abonde qu'à 2 FST, la cancéro et la douleur. Et donc, dans ce contexte, on avait réalisé avec la CNCM l'année dernière une enquête sur la simulation en chirurgie et dans toutes les spécialités, sous le pilotage de Luc Mouton. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est la colonne de gauche. Je la rappelle rapidement, hein, c'est que, on l'a dit ce matin, mais les programmes de simulation, ils doivent être validés par les maquettes des collèges. Ça doit partir des collèges. Il peut y avoir des initiatives sur des propositions de formation en simu à droite, à gauche. Mais à un moment donné, si on veut upgrader et harmoniser les programmes de simu, il faut que ça soit vraiment validé par les collèges. Et je pense que ça, c'est l'organe de validation de tout ça. Et on s'aperçoit que dans les maquettes telles qu'elles sont annoncées au journal officiel, il n'y avait que 12 des 15 spécialités. Alors attention, là-dedans, je mets 2 FST, hein, la FST de chirurgie de guerre dont on a parlé ce matin, et la chirurgie de la main également. Il n'y avait que 12 sur ces 15 spécialités qui avaient formulé qui avaient besoin d'un programme de simu, dont 9 seulement de manière explicite et dont 7 seulement en 3 phases. Que dans seulement 10 de ces 15 spécialités ou FST, la validation du programme simu était obligatoire pour valider son DES, avec, vous voyez, ensuite une dégradation en ce qui concerne les grilles spécifiques, l'encadrement, le pilotage national, et on avait tronqué ça entre spécialité chirurgicale, spécialité de l'aigu médico-chirurgicale, cardiologie interventionnelle, réanimation, etc. Puis dans les autres spécialités, vous voyez que la chirurgie reste quand même majoritairement à cheval sur son programme simu. En tout cas, il est étiqueté comme tel dans le programme des maquettes. Alors, c'est surtout de la simulation procédurale, très peu sur les patients simulés. Il n'y a que 2 spécialités qui font des bootcamps. Le séminaire d'accueil, c'est un truc qui est très à la mode et qui est obligatoire dans un certain nombre de spécialités, mais qui n'est pas réalisé par toutes les écoles, ce qui est un problème parce que ce séminaire d'accueil, il est très très important quand un jeune démarre.
et doit être capable de faire un certain nombre de gestes qui ne concernent pas que sa spécialité, mais les autres. La problématique également, c'est la nécessité pour certaines spécialités chirurgicales de valider un DU ou un DU pour valider son programme simulation, ce qui est une anomalie quelque part, parce qu'il faut qu'il paye, et c'est pas forcément financé par la fac. Hein. On voit très bien que le financement vient des étudiants eux-mêmes dans 10 cas. Les déplacements vers d'autres UFR, ce qui est un truc qui est bien entendu qui se conçoit dans certains champs très particuliers de la SIMU, mais qui doit pouvoir être financé. Et finalement, les difficultés observées à la mise en œuvre des programmes, c'est le financement en premier lieu, le temps sanctuarisé. Les formateurs qui soient qualifiés, aujourd'hui, il y a peu de structures qui valident les formations de formateurs et l'accès aux plateformes qui est peut-être également un problème. Voilà. Alors, bon, il y a d'autres freins qui sont propres un peu à la neurochirurgie. On a des effectifs d'étudiants qui sont extrêmement limités, 27 FASSOC par an. Il y a un certain nombre de droits au remords. C'est non négligeable dans notre spécialité. Il y a parfois une vision fantasmée de la neurochirurgie qui fait que les gens arrivent dans le programme de neurochirurgie et en fait s'aperçoivent que ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et le droit au remords est très important. Tous les 12 ans, on perd, il y a une étude qui a été faite par une étudiante de Tours, et tous les 12 ans, on perd une promo entière. Donc le droit au remords sortant, il est anormal, il est excessif. C'est un vrai problème. Voilà. Après, il y a des tâches médico-administratives qui s'imposent à nous tous. Ce matin, on a vu qu'il y avait un appel du pied de nos collègues sud-américains pour accueillir des internes issus d'Uruguay ou d'autres pays. Et nous, les neurochirurgiens, qui sont très peu d'effectifs, souvent, on évalue des FFI ou des DFMS sur des dossiers qui sont parfois approximatifs. Et avoir des collaborations avec d'autres pays comme l'Amérique du Sud, etc., c'est aussi quelque chose qui peut être ouvert parce qu'on a tellement peu d'internes dans nos structures que, en fait, c'est un vrai problème. Ils sont noyés par les tâches médico-administratives. Je vois mes internes qui font de la frappe en permanence. C'est devenu un truc de fou. Il n'y a pas d'effectifs médicaux pour nous soutenir. Les réanimateurs, qui sont des gens très bien, mais ils ne font plus les visites chez nous pour nous aider à gérer le soin courant. Donc, les tâches médicales incombent aux juniors également. Et puis, il y a ce fameux respect des 48 heures. Dans le papier de droite qu'on avait publié il y a quelques années, les internes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Ils veulent aussi être récompensés. Ils veulent pouvoir aider, mais pouvoir opérer. Et on sait très bien que si on veut limiter le burn-out, et dans notre spécialité, mais comme dans toutes les autres d'ailleurs, il est d'environ 50%, eh bien, ces deux facteurs, en particulier l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, est un élément clé. Ce qui fait que quand les internes ont fait leurs 48 heures, ils n'ont pas forcément d'appétence pour aller faire de la SIMU ou la bodanate, etc. Vous en avez parlé tout à l'heure à juste titre, mais même ça, c'est un problème. Parce qu'ils ont d'autres activités, ils aspirent à un meilleur équilibre et on peut le comprendre. Donc, même le temps d'évoluer à la simulation est devenu également un sujet. Alors ça, c'est la maquette SIMU de l'orthotraumatologie. Hervé la connaît bien mieux que moi. Ça, c'est la maquette ophtalmo. Et en fait, quand on discute avec les ophtalmos, on en discutait tout à l'heure, ils ont très très peu besoin d'avoir accès au laboratoire d'anatomie. En fait, ils font tout sur des simulateurs haute technicité, haute fidélité, ou sur un œil de bœuf, ou ce qu'ils appellent du wet lab, ou du dry lab. Mais en fait, ils n'ont pas besoin d'accès au laboratoire. Mais dans ma spécialité, c'est pour ça que je dis que c'est une plaque tournante, le laboratoire d'anat, il est essentiel. Pourquoi? Parce que les modèles de simu haute fidélité, des machins comme ça, des imprimantes 3D, c'est très peu fidèle. En fait, on peut développer tous ces modèles-là. Ça apprend à tenir un instrument, ça apprend à fraiser. Mais en fait, la fidélité des modèles 3D qui coûtent très cher au demeurant, mais vraiment très cher, elle est extrêmement aléatoire. Ce qu'il y a de très bien également, c'est le labo d'anat, pas le labo d'anat, mais le labo de dissection microchir. Là, c'est le labo d'Angers, tout neuf, tout beau. On fait des micro-anastomas sur des cathéters, sur des pattes chinoises, des trucs comme ça. Ça, pour la dextérité microchirurgicale, c'est remarquable. Et pour le coup, quand on utilise ça, je trouve que pour juger un étudiant, c'est assez facile. Il y a des échelles pour ça. Et la micro-anastomose, etc., on peut être délocalisé du labo d'anat, on n'a pas besoin d'un cadavre pour faire ça. On peut très vite évaluer les étudiants, et là, c'est du transversal. C'est-à-dire qu'il y a les DU de microchir qui sont plébiscités par les chirurgiens de la main, les plasticiens, les vasculaires, etc. Là, on y a bon. Donc ça, c'est un modèle qui est plutôt pas mal. Après, la simulation procédurale hors labo en neurochirurgie, comme je le disais tout à l'heure, peu de mutualisation en interspécialité avec les ORL pour les rochers, par exemple. Encore moins en interprofessionnel. Alors là, pour le coup, on n'est pas comme les réa qui font venir les infirmières anesthésistes, etc. Nous, on est vraiment dans notre niche. La technicité est très haute, mais la fidélité est mauvaise. Là, c'est des modèles de réalité virtuelle, d'endoscopie. C'est un modèle extrêmement étroit, extrêmement précis pour une intervention cible qui doit être qu'environ 0,5% de l'activité neurochirurgicale. Donc, chirurgie hypophysaire, c'est vraiment un truc, une surspécialité de niche. Et puis après, on voit des choses que l'on ne peut voir que quand on est sur les lieux de congrès. C'est-à-dire, on embarque une technologie avec un microscope, ce qu'on appelle un exoscope qui coûte 600 000 €.
un ordinateur, un apprenant, on est sur un modèle plastique. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait travailler l'image mentale, hein, on raisonne sur un modèle d'anévrisme, on dit à l'étudiant en tutorat direct comment tu vois l'anévrisme, comment est-ce que tu te situes, on regarde un peu sa gestuelle, mais on est très loin de l'acquisition des aptitudes techniques qu'on pourrait attendre d'un interne en neurochirurgie. Ces aptitudes techniques, elles sont comment dire, plébiscitées par l'ensemble des pays. Ça, c'est une étude nord-américaine, je la montre à chaque fois, mais la plupart des étudiants nord-américains demandent à avoir accès au labo d'ANAT. Plus de 50% d'entre eux n'ont pas accès au labo d'ANAT. La médecine, on l'a dit tout à l'heure, aux États-Unis coûte très cher, mais il y a tout un tas de grandes structures qui n'ont pas de programme de dissection dans des labos d'ANAT, dans des grandes facs aux États-Unis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est demandé, qui est important, qui a démontré son efficacité. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, du coup, nous, le programme anatomie en neurochirurgie, les étudiants ont accès au laboratoire d'anatomie, je dirais, dans 3 circonstances. D'abord, en phase socle sur la semaine de pré-rentrée, où là, il y a l'anatomie sur cadavre, mais il n'y a pas que, hein, il y a l'animal vivant, circulant, etc. Ensuite, il y a la plateforme d'ANAT pour les phases d'approfondissement. Ça, c'est un cours qu'on avait mis en place. Le ANS, c'est la Société européenne de neurochirurgie. Et à Lyon, on a pu mettre en place un cours tous les ans. Alors, ça coûte, mais c'est un modèle qui permet aux étudiants de parcourir toutes les craniotomies. Tous les étudiants européens viennent au laboratoire d'anatomie de Lyon et ils font toutes les voies d'abord neurochirurgicales, toutes les craniotomies, et Dieu sait s'il y en a en neurochirurgie. Pendant 5 jours, ils sont en immersion. Sur ce modèle-là, on a établi, nous, ce qu'on appelle un bootcamp craniotomie, et un peu dans le sillage de ce que font les chirurgiens thoraciques, hein, avec un programme qui est équivalent sur les 2 plateformes Angers et Lyon, une évaluation des étudiants, un débriefing après. On prend en promo 12 à 13 étudiants, donc ce sont des étudiants qui sont en phase d'approfondissement en dernière année, d'accord, qui ont déjà une certaine expertise. Il y a des enseignants universitaires qui sont là avec eux, il y a une espèce de task force où les profs se déplacent sur Angers pendant 5 jours ou sur Lyon pendant 5 jours, avec un financement collège. Ça coûte 20 000 € de mettre ça en place par session, d'accord? C'est cher, mais le collège le finance parce qu'il a les moyens de le faire. Dès lors que ça s'impose à l'étudiant, dès lors que c'est obligatoire dans le cursus de l'étudiant, que c'est gravé dans sa maquette, la maquette DES, je dirais au niveau national, il faut que le collège puisse le financer, le collège ou la fac dont l'étudiant dépend. Et ça, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est être en capacité de financer ces programmes. Et puis après, il y a des propositions d'ateliers qui sont des ateliers advance, pour des étudiants qui sont en phase conso ou en post-internat, ceux qui veulent faire de la base du crâne, hein, comme ici en bas, on a des dissections complexes de la base du crâne, ça ne s'adresse pas aux E3C de socle ni d'approfondissement, ça s'adresse aux phases conso ou des gens qui veulent faire des ateliers surspécialisés. Et je dois aussi saluer le travail de Céline Salot, qui est anatomiste, qui est neurochirurgien à Nantes, qui a développé un modèle tout à fait innovant, hein, à partir du SimLife, mais du SimLife, je dirais, dédié à un compartiment intracrânien, où elle fait des têtes perfusées, et où en fait elle simule des plaies vasculaires ou des choses comme ça. Donc c'est un super programme, elle arrive à le financer, mais c'est vraiment, je dirais, pour les phases advanced, pour les gens qui veulent faire de la neurochirurgie vasculaire, et c'est un truc qui est assez étonnant. La plateforme Labodanat et ses contraintes pour la neurochirurgie, dès lors qu'on dit qu'on a identifié des hubs à droite, à gauche, et qu'il faut que les étudiants y aillent, puisque c'est là que ça se passe pour avoir telle technologie, hein, on a vu chez nous Lyon, Angers, il faut pouvoir mobiliser les étudiants, donc les dédommager. Il faut mobiliser et former les enseignants qui sont capables de débriefer et d'évaluer. Il faut mobiliser les plateformes au service des programmes, ça c'est la clé du truc, hein. Les spécimens, on a bien vu qu'on avait des contraintes légales aujourd'hui depuis 2020 qui se sont imposées à nous et il faut respecter ces règles-là. Il y a des équipements et ça c'est un vrai problème parce qu'à la fois on a des difficultés sans l'industrie on ne peut rien faire, mais on a des difficultés avec eux. Ça c'est par exemple Devis, j'ai essayé de cacher les noms, de partenaires industriels avec lesquels on travaille qui nous prêtent des moteurs et des microscopes. Ça a un coût absolument dingue. Ils les prêtent, mais le shipping, le transport est tellement cher puisque c'est des outils qui vont d'une plateforme à une autre en Europe que ça coûte et ça revient soit au labo d'ANAT, soit à la fac dont l'étudiant dépend, soit au collège d'aller payer ces trucs-là. Donc même quand les industriels veulent prêter le matériel, ils ne peuvent pas le faire sans qu'on paye le transport. Et ça, c'est un vrai problème. Après, il y a le personnel, il faut du personnel dédié et puis bien entendu, il faut être en capacité d'évaluer les acquis. Alors rapidement, ça c'est le programme simulation de la neurochirurgie. Au niveau local, on organise les bases de la craniotomie, la communication, hein, ça c'est très important, communication interpersonnelle, l'atelier, le bootcamp dont je vous ai parlé, immersion craniotomie, et vous voyez que c'est à la fin de la phase d'approfondissement qu'on le fait, et il est obligatoire. Et ça, c'est le panel de tous les ateliers de neurochirurgie qui sont estampillés collège, d'accord, et qui se mettent en place sur le territoire national. Certains sont obligatoires, d'autres ne le sont pas. Et vous voyez que dans ce panel, il y a un certain nombre d'entre eux
qui nécessitent l'utilisation du laboratoire d'anatomie, alors que d'autres n'en ont pas besoin. OK, donc pour conclure, pour moi, le labo d'anat, c'est le navire amiral du programme de simulation de la neurochirurgie, à la fois sur l'évaluation des compétences techniques, mais également sur les compétences d'évaluation des attitudes interpersonnelles. On voit très bien comment se comportent des étudiants, on voit très bien les soins qu'ils prennent à nettoyer leur matériel, à ranger leurs spécimens, à communiquer avec les tuteurs ou avec les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable d'évaluer, et c'est pas difficile de faire des échelles. Donc là, ce bateau, là, c'est un porte-hélicoptère de la Marine nationale. Il n'est pas là juste pour transporter des hélicoptères. Hein. Il peut s'abaisser, il peut délivrer des petits bateaux, il peut faire navire hôpital. Et donc, pour moi, c'est l'équivalent. C'est une sorte de navire amiral. Hein. La plateforme d'anatomie, elle offre bien des fonctionnalités dans le programme de la neurochirurgie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour l'ophtalmo tout à l'heure. On est un peu aux antipodes. Le problème, c'est d'harmoniser les programmes. Ça, c'est vraiment le rôle des collèges de le faire, hein, d'organiser un parcours national, d'identifier les plateformes, hein, et ensuite d'avoir une porosité entre les plateformes et les acteurs. C'est-à-dire, OK, toi, tu t'occupes de telle partie dans ta fac avec ton labo d'anat. Nous, on se propose de faire tel atelier avec tel programme et telle validation des acquis. C'est tout, et je voulais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, c'était super. Ensuite, j'ai retenu quelques points très importants. Chaque spécialité a cette banque, et elle ne se retrouve pas toujours. Et puis, l'importance de l'anatomie, on en a parlé longuement hier, et c'est vraiment des points qui sont tout à fait essentiels. Est-ce que vous avez des questions précises pour Pierre-Hugues? Oui, est-ce que tu veux descendre pour prendre le micro? Sinon, on ne pourra pas t'entendre. J'en profite pendant qu'il arrive. Hier, dans le rapport de la conférence des doyens avec le CNCEF, on a dit que le coût de la simulation pour la neurochirurgie était parmi les plus élevés. Autour de 8 ou 9 000 euros par an par interne. Oui, c'est le cas, mais on n'est pas les seuls. Hein. Ce qui coûte probablement le plus cher, c'est l'organisation des bootcamps, en particulier les chirurgiens thoraciques ont ce problème-là. Hein. Ils sont obligés d'utiliser les plateformes à certains endroits, et l'utilisation du SimLife en particulier est quelque chose qui est forcément très onéreux. Mais si on dit que les plateformes sont à des endroits particuliers, je pense à la neurochirurgie stéréotaxique et fonctionnelle. Vous avez le Sinus Santé à Amiens, qui a le robot, qui a tout ce qu'il faut pour le faire. Personne ne peut prétendre appliquer de la même manière, offrir le même cahier des charges. Nos étudiants devraient se déplacer sur Amiens, au-delà de faire fonctionner la plateforme au quotidien. Une question? Oui, merci Jean-Pierre Fort, chirurgien et anatomiste à Poitiers, au pays du SimLife. Merci Jean-Pierre, on s'est écrit souvent, merci de... Merci, voilà. Je voulais juste vous remercier de parler des collègues. C'est effectivement, sur le décharge qui est là, très important pour la chirurgie plastique, par exemple. Vous savez, nos collègues de chirurgie cardiaque thoracique vasculaire viennent à Poitiers faire, en plus du bootcamp, leur formation pratique au labo. Et je vous dis, on fait très simple, on fait un devis, on envoie au collège. Et le collège peut avoir des relations avec des partenaires industriels. On sait très bien, sans partenaire industriel, il n'y aura pas de formation finançable actuellement. Le problème des industriels, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir de financement direct avec nos internes. Même indirect. Et par le biais des collèges, on arrive ainsi à avoir des financements importants pour les formations. Et ça marche très très bien. Sincèrement, il faut qu'on utilise beaucoup plus les collèges. Oui, bien entendu, il y a des collèges qui sont riches et des collèges qui ne le sont pas. CTCV est un collège riche, pourquoi? Parce qu'ils mutualisent les fonds de dotation avec leur société savante. Ils ne travaillent pas en silo. C'est le CNP, la société, et le collège qui fonctionnent ensemble. Et les industriels, à ce fond-là, et les donateurs également. Il y a des spécialités qui ont des collèges qui n'ont pas un radis et qui ne peuvent pas offrir ça. Le collège de Neurochir est entre guillemets riche. Pourquoi? Parce qu'il est l'organisme d'accréditation des praticiens. On a appliqué pour notre organisme de praticiens. Alors, je ne dirais pas que c'est d'accord, parce qu'il n'y a que 125 praticiens en neurochirurgie qui sont accrédités. Mais c'est ça qui nous permet de financer le programme de nos enfants. On a des modèles différents. Effectivement, le modèle collège est peut-être très bien réfléchi. Il faut peut-être justement que ça s'harmonise, que les collèges apprennent à avoir de l'argent. Ça nous conduit naturellement